Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technique qui est à la fois super élégante et incroyablement puissante, l'échantillonnage de Gibbs. En gros, on va voir comment les machines font pour apprendre à raisonner quand tout est incertain. On va commencer par la question qui tue. Imaginez un système vraiment complexe, que ce soit un grand modèle de langage ou même une simulation de molécules. Un truc avec des milliers, voire des millions de petites pièces qui dépendent toutes les unes des autres. Comment une machine peut-elle bien y comprendre quelque chose sans juste exploser en vol face à une telle complexité de calcul? C'est pile poil le défi que l'échantillonnage de Gibbs vient résoudre. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut savoir que l'histoire commence de façon assez inattendue. On est en 1984, les frères Stuart et Donald Jeman travaillent sur la restauration d'images. Et là, ils ont une intuition. Ils réalisent que chaque pixel d'une image toute granuleuse peut être vu comme une variable incertaine, dont la couleur la plus probable dépend des pixels juste à côté. Et cette idée, elle a ouvert la voie à une solution qui ne venait pas de l'informatique, mais de la physique statistique. Allez, voilà notre plan de match. D'abord, on va bien cerner la nature du problème. Ensuite, on découvrira l'idée de génie derrière Gibbs. Puis, on va décortiquer comment ça marche sous le capot, on explorera ses applications, qui sont assez surprenantes, avant de parler de ses limites et de ce qui se fait aujourd'hui en recherche. C'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est un concept qui s'appelle la distribution de probabilité conjointe. Ok, ça a l'air un peu barbare comme nom, mais imaginez une sorte de carte météo hyper détaillée. Une carte qui donnerait la probabilité exacte d'avoir au même moment une certaine température et un certain taux d'humidité et une certaine vitesse de vent. Pour quelques variables, pas de problème, on peut faire le calcul. Mais pour des milliers de pixels dans une image ou des millions de paramètres dans un réseau de neurones où tout est lié, le nombre de combinaisons possibles explose. C'est exponentiel. Calculer directement cette carte complète devient juste impossible. C'est ce qu'on appelle un problème insoluble ou intractable en anglais. Et quand on est face à un mur comme ça, il faut trouver un autre chemin. L'échantillonnage de Gibbs, c'est exactement ça. C'est un contournement brillant qui ne cherchait pas à calculer l'impossible, mais plutôt à s'en approcher de manière très, très intelligente. Pour piger l'intuition, l'analogie du détective est parfaite. Face à une affaire complexe, il ne peut pas tout savoir d'un coup. Il commence avec une vague hypothèse, il interroge un premier suspect. En fonction de ce qu'il apprend, il ajuste sa théorie sur ce que les autres ont pu faire. Puis, avec ses théories toutes fraîches, il va voir un deuxième suspect. Chaque étape affine sa vision globale. L'échantillonnage de Gibbs, c'est exactement le même principe. Il met à jour les variables une par une, en boucle, encore et encore, jusqu'à obtenir une image cohérente de l'ensemble du système. Bon, passons maintenant à la mécanique. Comment ce processus itératif, cette boucle, fonctionne-t-elle concrètement? En fait, l'algorithme est presque décevant de simplicité. On commence par deviner au pif l'état de tout le système. C'est notre point de départ. Ensuite, on choisit une variable, disons le pixel A. On met tout le reste sur pause en instant et on se pose une seule question. Quelle est la valeur la plus probable de A, sachant l'état actuel de tous ses voisins? On tire alors au sort une nouvelle valeur pour A à partir de cette probabilité. On choisit donc une nouvelle couleur pour ce pixel en respectant ce que ses voisins nous disent. Et puis on passe au pixel B, on fait la même chose, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait le tour de toutes les variables, on a bouclé un cycle. Et on recommence, des centaines, des milliers, des millions de fois. Et voilà le point crucial. C'est là qu'est la magie de l'algorithme. On a transformé un problème global impossible, calculer la fameuse distribution conjointe, en une série de tout petits problèmes locaux, et eux, ils sont faciles à résoudre. On a besoin de calculer que la distribution conditionnelle pour une seule variable à la fois. Et ça, c'est beaucoup plus simple. C'est cette petite distribution conditionnelle qui est la clé de tout, la cheville ouvrière qui nous permet de mettre à jour chaque pièce du puzzle de manière cohérente avec tout le reste. Et le plus beau, c'est que ça marche. Comme on le voit sur ces graphiques tirés de l'article fondateur de Casella et George en 1992, l'algorithme finit par payer. Sur ces histogrammes, on voit bien que les échantillons qu'on a générés, les barres noires, finissent, après plein d'itérations, par coller parfaitement à la forme de la vraie distribution théorique, les barres blanches. C'est la distribution qu'on cherchait à trouver depuis le début. L'état du système se stabilise, il converge vers les configurations les plus probables. Mais l'impact de cette idée, il va bien au-delà de la simple restauration d'images. C'est devenu un outil absolument fondamental dans des tas de domaines de l'IA et des statistiques. Le parcours est fascinant. L'idée naît en 84 pour les images. Elle est formalisée, rendue propre pour les statisticiens dans les années 90. Et puis, avance rapide jusqu'en 2023, des chercheurs s'en servent pour améliorer la façon dont les grands modèles de langage comme GPT génèrent du code. Et la recherche continue d'innover, on le verra avec une variante toute récente, DIGS, proposée en 2024, pour corriger certaines vieilles limites. Une idée qui a 40 ans et qui est toujours à la pointe de la recherche, c'est quand même fou.
Dans le cas de ce papier, JFT, l'approche est vraiment brillante. Il considère la description en langage naturel d'un côté et le code informatique de l'autre comme deux variables interdépendantes. Et il simule un échantillonnage de Gibbs en forçant le modèle à faire une sorte de ping-pong. Il génère du code à partir de la description, puis il doit générer une nouvelle description à partir du code qu'il vient de créer, et ainsi de suite. Ce va-et-vient itératif affine la compréhension du modèle de la relation entre le langage et le code, et au final, il devient bien meilleur pour générer du code. Et des applications, il y en a partout. Je veux dire, vraiment partout. En inférence bayésienne, c'est un outil de base. En physique, on l'utilise pour simuler comment les molécules se comportent. En machine learning, pour classer des données sans avoir besoin d'étiquettes. Et même dans des domaines super pointus comme l'inférence causale, qui doit respecter la vie privée. Sa polyvalence, c'est vraiment sa plus grande force. Mais bon, comme n'importe quel algorithme, l'échantillonnage de Gibbs n'est pas une baguette magique. C'est hyper important de comprendre ses limites pour savoir quand l'utiliser et comment. Voici sa principale faiblesse. Imaginez que la carte des probabilités qu'on explore ne ressemble pas à une seule grande montagne, mais à toute une chaîne de montagnes, avec plusieurs sommets bien distincts. L'échantillonneur de Gibbs, lui, il se déplace à petits pas. Il peut très bien passer son temps à explorer une vallée en détail, mais il va avoir un mal fou à sauter par-dessus la crête pour aller voir ce qui se passe dans la vallée d'à côté. Du coup, il risque de rater des pans entiers de la solution. C'est justement pour ça qu'il existe d'autres méthodes. L'une des plus connues, c'est le Monte-Carlo hamiltonien ou HMC. Sans rentrer dans tous les détails, HMC s'inspire de la physique pour faire des sauts plus grands et plus intelligents dans l'espace des solutions. Ça peut l'aider à ne pas rester coincé dans une seule vallée. Mais comme le montre ce tableau, il n'y a pas de gagnant absolu. Gibbs est souvent plus simple et plus rapide pour certains modèles, HMC peut être plus efficace pour explorer des paysages complexes. Bref, le choix dépend vraiment du problème qu'on veut résoudre. Et c'est là que la recherche actuelle devient passionnante. Pour régler ce problème des vallées bloquées, des chercheurs ont proposé en 2024 une nouvelle méthode, DIGS. L'idée est géniale. Ils utilisent des modèles de diffusion. Oui, la même technologie qui est derrière les générateurs d'images comme DALL-E. Ces modèles savent comment ajouter et retirer du bruit à une image. Et bien là, ils s'en servent pour bruiter temporairement la distribution de probabilités, ce qui a pour effet d'aplatir les montagnes et de créer des ponts entre les vallées. L'échantillonneur peut alors traverser ces ponts et explorer tout le paysage. C'est une fusion de techniques anciennes et modernes absolument brillante. Allez, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête sur tout ça ? Premièrement, l'échantillonnage de Gibbs, c'est la stratégie du diviser pour régner appliquée aux probabilités. Deuxièmement, son moteur, c'est l'itération, la mise à jour pièce par pièce du puzzle, grâce à la magie des distributions conditionnelles. Troisièmement, si on est assez patient, ce processus finit par converger vers la bonne réponse. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est une idée remarquablement durable, aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 40 ans. Et ça nous laisse sur une question ouverte. Dans un monde de l'IA où tout devient de plus en plus complexe, cette approche simple, itérative, une pièce à la fois, pourrait bien être une des clés pour débloquer la prochaine génération de systèmes intelligents. La façon dont on va la combiner avec de nouvelles architectures, comme on l'a vu avec DGES, définira sans doute une partie des prochaines grandes avancées du domaine. Merci de nous avoir suivis.